Salut à tous, on est le 1er avril et pour fêter ça, on va faire une édition spéciale où on va présenter 6 informations différentes qui paraissent invraisemblables, mais pourtant qui sont vraies. L'autre bonne nouvelle, c'est que Pikachu a appris une nouvelle attaque. Vas-y Pikachu, montre-leur. Eh ouais, l'attaque abonnement. Et hop, on commence tout de suite avec la première information. On est fin 2019 et le Gorafi publie un article parodique sur son site. Macron lance une cagnotte Litchi pour financer la sécurité sociale. Et le plus fort, c'est que 5 mois plus tard, on y est avec Gérard Darmanin qui annonce vouloir mettre en place une plateforme de financement pour l'hôpital public. Et il faut au moins ça pour les soignants parce que Darmanin, c'était le même type qui, sur BFM TV, il y a quelques jours, disait que la meilleure prime qu'on pouvait donner aux soignants, c'est de respecter les règles sanitaires. Et en précisant quand même à la toute fin que les heures supplémentaires que feront les soignantes seront payées. Je vous rappelle que ce gars-là est quand même ministre des comptes publics. Mais il faut dire que Darmanin, lui, il maîtrise mieux les campagnes électorales que les ministères. Et notamment pour les municipales. Vous savez, les municipales, c'est ce truc qui est passé juste avant le coronavirus. Et bien ce gars-là n'était présent à son ministère que 2 jours par semaine. C'est ce que nous révèle Le Monde dans un article qui est sorti il y a quelques jours. Je veux dire, il y a un mois, le ministre des comptes publics ne préparait pas du tout la crise qui allait arriver, dont il savait l'existence en plus, hein, on le sait ça depuis ce que Buzyn a dit. Non, il ne préparait pas ça parce qu'ils étaient sûrs d'être prêts, donc ce qu'ils faisaient, c'est des campagnes électorales. Au municipal, quoi. Il préparait sa campagne électorale au municipal, le ministre du compte public. Et le truc fou, c'est que ce mec-là, il a été élu. Et c'est ça l'info pas incroyable, c'est qu'il a été élu à Tourcoing à plus de 60% dès le premier tour, dans une ville pourtant qui avait enregistré pendant les élections présidentielles un score à plus de 25% pour Mélenchon et un score à peu près similaire pour Le Pen. Comme quoi des fois, il n'y a pas de justice. Hein. D'ailleurs, la justice, c'est quelque chose qu'il faudra rétablir dans ce pays après le confinement. Note pour plus tard. Bon, tout le monde le sait, on est actuellement en grande crise sanitaire. Paris est officiellement saturé au niveau de ses lits de réanimation. Ça veut dire que des malades sont renvoyés chez eux, non pas parce qu'ils sont guéris, mais parce qu'il y a plus malades qu'eux et ils rentrent dans leur famille avec encore le virus en eux. Et on voit même des TGV qui essayent d'endiguer la saturation en envoyant des patients de Paris jusqu'en Bretagne par exemple. Et dans l'est de la France qui est très touché par le virus, il y a la même chose mais avec des hélicoptères. Et qu'est-ce qu'on apprend sur France Bleu il y a quelques jours ? Les 250 cliniques privées de Paris ne sont pas sollicitées pour la répartition des patients. Bon, je me répète pour qu'on soit bien sur la même ligne, qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Des gens meurent faute de place, faute d'hôpitaux, et depuis le début, le gouvernement a 250 cliniques rien qu'à Paris à sa disposition pour endiguer la crise. Et il n'a rien fait. C'est quoi le souci? C'est que le gouvernement ne veut pas mélanger les pauvres et les riches dans un même hôpital, même en pleine crise sanitaire. France Bleu rapporte d'ailleurs la parole du président de la Fédération de l'hospitalisation privée qui précise « C'est un contresens, il faut que le public et le privé se parlent plus », assure-t-il. Nous sommes encore dans une guerre de chapelle. L'article finit par une petite précision qui a son importance. Même les cliniques ne parviennent pas à protéger de manière suffisante les soignants du coronavirus. Et suite à ça, Le Monde a fait un super papier là-dessus où il parle notamment de Bordeaux où ils ont un CHU avec 300 lits disponibles et seulement 47 qui sont utilisés aujourd'hui. D'autant plus que les cliniques, en fait, elles se sont préparées pour recevoir des patients. À tel point qu'un des médecins de Bordeaux a dit au Monde « Je travaille comme un dimanche, je fais quelques péridurales et c'est tout. On est découragé car on a l'impression qu'on va passer à côté de quelque chose. » Et comment ça se fait qu'on est arrivé dans une telle situation? Le Monde dit entre les lignes que c'est une faute politique. C'est une question d'organisation. Il n'y a rien d'autre. Donc si on répète, il y a des médecins, il y a du matos, il y a des lits. Tout ça est disponible dans des cliniques en France. Et les médecins là-bas sont en train de devenir à moitié fous parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi rien ne se passe. Pendant que des Français crèvent dans des hôpitaux publics saturés, il y a des cliniques où il n'y a rien. Et là, je pose bien le problème de l'organisation politique. Comment ça se fait qu'au niveau de l'État, rien n'est fait à ce niveau-là? Et j'espère qu'en disant ça, je me foire. Hein. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le gouvernement, qui a déjà énormément de responsabilités sur la crise qu'on est en train de vivre, se rajoute du sang sur les mains, et pas qu'un peu. Et j'aimerais vraiment avoir tort parce que je trouve ça très gros. Et Le Monde a rassemblé énormément de paroles de médecins de plein de villes différentes. Ça a l'air vrai. Les hôpitaux publics sont réellement saturés, des gens meurent à cause de ça, alors qu'il y a des cliniques privées qui sont vides. La seule chose qu'on peut faire pour améliorer les choses, c'est de faire en sorte que cette crise-là aboutisse à une révolution demain. Une crise qui a au moins un enjeu immédiat, celle de démontrer qu'il nous faut un système de santé public très fort dans notre pays et qu'il n'y a rien, absolument rien, qui peut remplacer ça.
Et même Macron, vous l'avez vu comme moi, même Macron, il a l'air convaincu de cette idée. Et d'ailleurs, Mediapart a aujourd'hui sorti un papier sur ce que prévoit Macron pour l'hôpital public. C'est un document de la Caisse des dépôts qui a été commandé par le gouvernement et qui prévoit, notamment, entre autres choses, pour préparer le monde d'après la crise du coronavirus, il prévoit d'accélérer la privatisation des hôpitaux publics et la marchandisation de la santé. Merde, putain. Et pour ça, il va notamment renforcer les inégalités qui existent entre les statuts de l'hôpital privé et les statuts de l'hôpital public. L'article m'est tombé sous le nez 10 minutes avant que je tourne, donc forcément je l'ai vu qu'en diagonale. Et on en parlera plus longuement demain dans la prochaine revue de presse. Mais ce qu'on apprend déjà, rien qu'avec cette information-là, c'est que maintenant on le sait, ils iront jusqu'au bout et cette classe dirigeante-là va saisir l'ensemble des opportunités qu'elle a pour continuer à briser notre société, ce qui fait de nous une société à grands coups de mesures néolibérales. Et le truc, moi, que je trouve dingue, c'est que Macron, il demande ce travail-là alors qu'on est toujours en pleine crise. Alors que dans tous ses discours, il fait des grands remerciements, il parle de République, de héros de la nation, il parle de guerre, de tout ça, il porte en héros le personnel soignant et il prépare un dossier qui va privatiser les hôpitaux publics. Ceux qui sont dans la bataille, là, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de soigner notre famille. Et le mec, il sort ça, quoi. Je trouve ça incroyable, la communication des fois du gouvernement, ça me dépasse. Bref, tout le monde le pense, tout le monde le dit, ces gens-là, ils ne sont qu'une seule chose, écœurants. C'était un des sujets phares d'une dernière revue de presse, l'usine de Plaintel qui fabriquait des masques il y a encore 2 ans. C'est l'histoire d'une fabrique qui pouvait concevoir jusqu'à 200 millions de masques par an et qui se trouvait au sud de Saint-Brieuc. En 2010, elle est rachetée par un groupe américain. En 8 ans, le groupe organise 6 plans sociaux, ne réinvestit aucun argent dans les machines et laisse l'usine en mort industrielle. Jusqu'en 2018, quand le groupe américain décide de fermer l'usine. Alors que le groupe, dans son ensemble, avait doublé de bénéfices durant cette même période de 8 ans. Et certaines machines ont été revendues en Tunisie. Quant aux chaînes de production, elles ont été découpées et vendues au poids à un ferrailleur. Et petite précision qui a son importance, ces 200 millions de masques que pouvait fabriquer cette usine, c'était dans des conditions de travail décentes, qu'on connaît en France. C'est pas un truc délocalisé en Chine où on sait très bien que c'est une exploitation absolument ignoble et inhumaine qui fait que ces masques sont si peu chers. Là, on savait le faire dans des conditions décentes, avec le SMIC, avec une bonne sécurité, avec des conditions de vie qui étaient tenables, largement. C'était dans les Côtes-d'Armor et l'État a laissé un groupe américain détruire les machines et délocaliser en Tunisie. Mais cette histoire-là, on l'a déjà vue ensemble. Ce qui va suivre, par contre, c'est les détails que donne le patron de l'usine, qui a été renvoyé donc il y a quelques années, et qui a fait une interview pour le Télégramme. C'est d'ailleurs un article qui a été mis par commentaire, et je vous remercie. On apprend d'ailleurs que ces machines qui ont été revendues au poids inférieur en 2018 ont été largement subventionnées par l'État en 2009 lors de la crise du H1N1. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Macron a laissé faire. Il a laissé faire un groupe américain détruire des machines, alors même que ces machines étaient subventionnées par l'État. On apprend aussi que le groupe américain a refusé de vendre aux enchères les machines de production. Et ça, c'est juste pour éviter la concurrence. Ce que voulait faire en réalité le groupe américain qui a laissé l'usine être détruite, c'est faire en sorte que la France soit incapable de produire des masques pour en faire dans un autre pays pour moins cher et développer ainsi un marché. Comment un État peut laisser des gens aussi voraces, aussi cupides faire de telles choses et sans jamais agir? Et il y a un autre détail important qui montre que ce groupe américain, la seule chose qu'il voulait, c'était détruire cette usine. C'est que pendant ces 8 ans d'agonie industrielle, il y a eu des propositions de reprise, et notamment organisées par la ville de Saint-Brieuc. Des trucs qui étaient sérieux, des trucs qui étaient solides. Et le groupe américain a toujours refusé des reprises. Bon, là, je vais faire une redite par rapport à l'ancienne vidéo. Mais la France, au bas mot, elle a besoin de masques et de réapprovisionnement de masques depuis au moins 2012. Ça veut dire que pendant 6 ans, il y avait cette usine qui ne fonctionnait quasiment plus, qui était détenue par une entreprise américaine ultra vorace, ultra cupide, et que personne, ni dans le gouvernement Hollande, ni dans le gouvernement Macron, n'a jugé bon de forcer un petit peu pour, non pas forcément nationaliser l'entreprise, mais au moins faire en sorte qu'il y ait des repreneurs et que l'usine tourne. C'est pas bien compliqué. Je pense qu'un État devrait être capable de faire tourner une entreprise comme ça. Mais il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Et aujourd'hui, l'ancien directeur de l'usine, ils sont morts les doigts. Et maintenant, on peut voir Macron qui fait le fier à Amiens, là, en tant que grand monarque républicain, arrivé tout fier, tout beau, pour dire, mon Dieu, c'est beau l'industrie française qui fabrique des masques, là, mais ce mec-là, vraiment, il n'a honte de rien. On va maintenant aux États-Unis aller voir Amazon parce que eux, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. Ils recrutent.
100 000 personnes en plein confinement. Il faut dire qu'avec la multiplication du commande, ils ont besoin d'énormément de bras. Et son patron, Jeff Bezos, lui, il multiplie les annonces de philanthropes. Il faut dire que sans véritable système d'allocation, les chômeurs, ils n'ont pas le choix d'accepter un job. Quand on est dans la merde, on accepte tout et qu'importe les conditions de travail. Mais on l'a vu, l'État américain envoie maintenant 600 $ par semaine à l'ensemble des chômeurs aux États-Unis. Mais même ça suffit pas parce qu'avec leur système de santé, se faire soigner du coronavirus, ça coûte à peu près 32 000 $. C'est ce que nous dit l'humanité dans cet article. Seul souci, c'est qu'en plus des conditions assez déplorables qu'on le devine très bien chez Amazon aux États-Unis, les travailleurs n'ont pas accès à du matériel de protection pour le coronavirus. Alors Amazon a décidé de se payer une communication assez facile et vraiment pas chère qui consiste à envoyer des chèques. Déjà avec un chèque de 2 millions de $, pour alimenter un fonds qui va servir aux personnes vulnérables au Covid-19. Ils ont ensuite donné un chèque de 5 millions de $, aux petites entreprises de Seattle. Et même plus fort que ça, Amazon est propriétaire d'immeubles et dans tous ces immeubles, ils ont décidé de donner 2 mois de loyer à tous les locataires. Et donc on voit peu à peu, les entreprises privées sont en train de remplacer l'État américain dans ce rôle indispensable de régulateur. L'humanité analyse ça comme une sorte de corruption institutionnelle pour éviter toute loi de régulation par rapport notamment aux fraudes fiscales, à la fraude à la TVA ou à la destruction des petits commerces que Amazon organise tranquillement de son côté. Et ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que Jeff Bezos, il est propriétaire notamment du Wall Street Journal, qui est un journal à la fois ultra-libéral et anti-Trump. Et en temps normal, ces deux-là, ils peuvent pas se piffrer. Mais il y a eu un changement parce que Trump, il y a quelques jours, a dû céder et remercier publiquement Jeff Bezos pour sa gestion de la crise. Et Trump, là, il le fait pas par plaisir, ça. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Parce que ces entreprises-là sont devenues tellement grandes, ils ont pris une importance tellement énorme dans la société que les États n'ont pas le choix de céder face à elles. En fait, on assiste à un transfert de souveraineté. Avant, ça appartenait à l'État et après au marché. Et maintenant, c'est vraiment des grosses entreprises en situation de monopole qui vont de plus en plus prendre le contrôle. Et là, il y a une dynamique assez claire en fait qui se dégage. C'est l'État qui laisse petit à petit les grosses entreprises dominer, monopole après monopole, se saisir de la société. La question est, comment le peuple va réagir face à ça ? Pour lutter contre le coronavirus, on connaît plusieurs stratégies. Il y a le confinement à la française, il y a le dépistage massif à la Corée du Sud, mais il y en a un autre. Et cette troisième voie, si on peut dire, elle est incarnée par le Turkménistan. Le Turkménistan, c'est un pays frontalier de l'Iran, qui est une dictature et c'est un des pays les plus fermés au monde. Là-bas, ils ont pris une décision assez folle, c'est d'interdire le mot coronavirus. Il n'y a plus le droit d'utiliser le mot coronavirus dans les médias, dans les trucs institutionnels, dans les conversations. Il n'y a plus le droit d'utiliser le mot coronavirus. Et c'est Reporters sans frontières qui nous diffuse cette information. L'objectif en bannissant le mot coronavirus, c'est de faire en sorte que la majorité de la population là-bas ne soit même pas au courant qu'il y a une épidémie. Et c'est un pays qui avait déjà fait parler de lui il n'y a pas longtemps. C'est quand il avait interdit aux hommes grisonnants au niveau des cheveux de se teindre en noir. Et il s'est dit, si moi je dois avoir des cheveux gris, personne ne doit pouvoir le cacher. Mais interdire le mot coronavirus, évidemment, ça va avoir de très lourdes conséquences là-bas. Des conséquences d'ailleurs qu'on ne pourra même pas évaluer parce qu'on ne va pas savoir le nombre de personnes qui sont réellement mortes du coronavirus, puisqu'il n'y aura pas de dépistage et puisque officiellement personne ne sera malade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. J'espère que la deuxième caméra donne du rythme et que ça casse pas trop. Vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez avec 2 caméras ou avec une seule. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, demain pour une prochaine revue de presse. En attendant, prenez soin de vous et bon confinement.